19h30 sur CNews, on poursuit face à Mathieu Bocoté, bien sûr, avec Mathieu et Arthur de Vatrigan. Et on est ravis de recevoir ce samedi soir Hugo Jacomet. Merci d'être avec nous. Merci. L'élégance est un art de vivre. Alors, je sais à quel point vous êtes attentif aux tenues lorsque vous venez sur le plateau de CNews et même dans la vie quotidienne, cher Mathieu Bocoté. Alors, je ne vous poserai pas la question pourquoi inviter ce soir Hugo Jacomet. Mais je le lui poserai. C'est-à-dire, voilà... Nous sommes dans un environnement où, globalement, il y a la possibilité d'un choc entre la Russie et le monde occidental. Nous sommes dans un contexte de submersion migratoire. Nous sommes dans un contexte de confiscation fiscale majeure. Nous sommes dans tout cet environnement. Et pourtant, pourquoi dans cet environnement devrait-on se soucier de notre apparence minimalement ? Alors, c'est une excellente question. Alors, vous me mettez un tout petit peu mal à l'aise parce que, évidemment, à chaque fois qu'on me reçoit sur un plateau de télévision, on a l'impression qu'on va parler minimalement de cravate, de costume, de sur-mesure, etc. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer avec ce livre, qui va paraître le 7 novembre, donc dans une semaine, c'est que justement, ce sujet-là, en apparence, pourrait paraître un peu superficiel, un peu un pas de côté par rapport au sérieux dans lequel nous vivons et avec tout ce qui se passe dans le monde, aussi bien en France qu'à l'international. Et pourtant, j'essaye de montrer, avec ce livre, qui est une anthologie de presque 16 ans de travail autour du sujet de l'élégance et plus globalement de la politesse, de la beauté, de la bienséance, de toutes ces choses qu'on a l'impression nous échappent. Littéralement aujourd'hui, je pense qu'à mon modeste niveau, je peux quand même amener une petite pierre à l'édifice, par exemple en réattirant l'attention sur le fait que dans la vie, il y a des choses qui sont encore belles. Je parle pas de Kermit la grenouille, place Vendôme. Je parle pas de ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on a l'impression, quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, que tout est terne, tout est noir, tout est compliqué. Eh bien, avec, alors c'est pas le mouvement, mais avec la chose qu'on a créée il y a presque 20 ans maintenant, avec mon épouse et mon équipe, je pense que la première de notre fonction, c'est de redonner du plaisir et la possibilité aux gens de s'émerveiller à nouveau, ne serait-ce que sur leur tenue vestimentaire. Mais revenons-y. 2009, vous lancez un blog qui s'appelle Parisian Gentleman. Oui. Ce blog... Le point de départ, c'est évidemment l'esthétique masculine, l'élégance masculine. Oui. Mais à partir de là, au fil des ans, oui, vous allez vous intéresser de plus en plus à la courtoisie, à l'art de la conversation, à l'arrière-fond culturel qui commande l'univers du vêtement. Oui. Autrement dit, derrière le vêtement, il y a peut-être quelque chose de bien plus grand. Yes. Alors, j'aimerais vous ramener en 2009. Qu'est-ce qui vous conduit à lancer ce blog dont on rassemble ici les principaux textes? Oui. Alors, l'histoire commence... Alors, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous étiez jeune homme, j'imagine, à cette époque-là. Voilà, Arthur également. Et quant à Monsieur Deval, je pense qu'il était en culotte courte à cette époque-là. Et donc, l'histoire commence en 2005-2006. Il se trouve qu'un incident de la vie fait que je suis divorcé, je suis, entre guillemets, j'ai envie de refaire ma vie. Et j'avais remarqué que les dames et les femmes appréciaient beaucoup les hommes élégants. Et donc, de manière extrêmement utilitariste à la base, je me suis tourné sur ce sujet et j'ai commencé à étudier et j'ai commencé à regarder. Et puis un jour, je pense qu'en est en 2006 exactement, je pousse la porte d'un tailleur. Et là, incroyable, je découvre, alors un monde qui m'était personnellement inconnu, mais surtout un monde qui était insoupçonné. C'est-à-dire que quand j'ai poussé cette porte, j'ai découvert tout un univers. Alors un univers bien sûr d'élégance. Alors quand vous rentrez chez un tailleur, vous voyez des tissus. Vous voyez éventuellement quelques vestes. Et on peut être intimidé à l'occasion. Alors on peut l'être. Au début, je l'étais moi-même. Surtout, moi, je suis allé rue Marbeuf chez un tailleur très célèbre qui habillait des présidents de la République, notamment. On en parlera peut-être plus tard. Mais donc, en fait, quand je suis arrivé là, je suis arrivé dans un monde complètement incroyable. Et surtout, quand j'ai poussé la deuxième porte, qui est beaucoup plus importante, et là, j'ai découvert 40 personnes qui travaillaient à la main et qui faisaient un travail que moi je pensais qu'il n'existait plus. Et donc, j'ai eu une espèce comme une révélation en me disant, mais c'est incroyable, il y a encore des gens qui font ça en 2006, 2007, c'est incroyable. Et donc j'ai commencé à regarder et à vouloir m'informer. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve des magazines. Il faut que je trouve de l'information là-dessus. Comment c'est fait, d'où ça vient, pourquoi, le style, etc. Et il n'y avait pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Et donc, eh bien, comme j'ai été élevé comme ça, moi, mon grand-père m'a dit, s'il n'y a rien, fais-le toi-même. Donc, je l'ai fait. Et donc, au début, c'était juste une petite, comme un journal intime. Voilà, j'avais envie de partager
cette découverte que j'avais faite. À l'époque, c'était la blogosphère. YouTube n'existait pas vraiment, c'était tout petit, et donc tout le monde ouvrait des blogs. Et moi, j'ai ouvert un petit blog sur WordPress, mais alors vraiment, je travaillais dans la communication à l'époque, c'était vraiment un truc vraiment pour moi. C'était d'ailleurs presque un bloc-notes pour moi, c'était pour consigner mes idées et mes considérations sur un monde incroyable de l'artisanat notamment que j'avais découvert. Et puis, alors à l'époque, il n'y avait pas de statistiques, hein. On avait vaguement, on regardait, on savait s'il y avait 10, 15 personnes qui regardaient nos écrits. C'était vraiment balbutiant tout ça. Et puis d'un seul coup, complètement par hasard, 3 semaines ou 4 semaines plus tard, je regarde, on est sur WordPress, je crois que ça existe encore, WordPress, et je regarde et je tape Parisian Gentleman, qui était le nom de mon blog, et là je vois Parisian Gentleman, le blog qui se développe le plus vite en France. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une faute de frappe. Je pense que le journaliste a dû mal lire, etc. Et de cette chose-là, excusez-moi, je suis un peu long, mais vous m'avez demandé l'histoire. Oui, bien sûr. Je suis obligé d'aller au bout de l'histoire. Donc, d'un seul coup, mes pérégrinations dans le monde tailleur, mais c'est la même chose dans le monde de bottier. J'ai vu des gens travailler à partir de morceaux de bois, saigner sur l'ouvrage, travailler le cuir. Je me suis dit, il y a tout un monde là. Il y a tout un monde dont on ne parle pas. Il y a tout un monde qui doit être défendu. Il y a tout un monde qui doit être promu. Et donc, j'en ai fait la mission de ma vie. J'ai tout arrêté. J'ai rencontré ma femme d'ailleurs grâce à mon blog, qui voulait travailler avec moi, qui est américaine, et tous les deux, on a décidé donc d'y consacrer notre vie. J'ai été repéré, parce que c'est vraiment le mot, nul n'est prophète en son pays, comme disait le Christ, par un très grand éditeur anglais à Londres qui a commencé à repérer mon travail et donc il m'a signé pour 2 livres très importants, Parisian Gentleman, Italian Gentleman, distribués dans le monde entier, et enfin après un éditeur français s'est intéressé à moi et donc on a pu, grâce à tout ça, avec mon épouse, promouvoir, faire la promotion du beau, de la beauté et de rajouter un peu de raffinement dans la vie des gens. Ça, c'est le point de départ. Oui. Près de 20 ans plus tard, il existe une telle chose qu'on appelle le mouvement sartorial. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit de jeunes hommes qui redécouvrent aujourd'hui les codes de l'élégance classique? Alors, l'argument 1 de base, ça veut dire on préfère mieux s'habiller que mal s'habiller, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue là-dedans. Bien sûr. Donc, puisque globalement le sort du monde nous échappe, eh bien, à tout le moins, on peut se redresser personnellement soi-même et nouer correctement sa cravate est peut-être la première manière de le faire. Exactement. Alors, vous savez, 20 ans après, moi-même, je dois vous avouer, pour être complètement honnête, c'est que moi-même, je reviens toujours pas de cette affaire. C'est-à-dire que quand on démarre, alors le mot mouvement, je le prends avec des pincettes tout de même, cher Mathieu, parce que en fait, c'est pas quelque chose d'organisé. C'est pas un mouvement. On n'est pas des militants. Je pense qu'au contraire, les gens qui s'intéressent, alors grâce à moi et d'autres, parce que j'ai fait beaucoup de petits aujourd'hui. Alors à l'époque, j'étais seul. Je plaidais dans le désert, voire même dans les décombres. C'était vraiment un champ de bataille. Il y avait quasiment plus rien. Et petit à petit, mon public a grandi jusqu'à exploser littéralement. Le gros tournant a été 2017 YouTube. Je voulais pas y aller, moi, sur YouTube. Je pensais que mon sujet était mieux traité à l'écrit. Je suis un littéraire, j'avais besoin de cette chose. Et puis finalement, j'y suis allé. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai gagné immédiatement une audience internationale. Et en France, ça démarrait. Mais ça a été long. J'ai même hésité un moment à fermer la chaîne française. Et j'étais, entre guillemets, dans ce monde-là, une star aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, etc. Et puis en France, ça a commencé à exploser. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces jeunes gens? Parce que quand je pèse mes mots, ces jeunes gens, la grande majorité de mon public, ce sont des jeunes gens. Alors évidemment, la notion de jeunesse, pour un mec comme moi qui a 62 ans, c'est assez large. Mais on va dire que surtout depuis 3 ou 4 ans, on sent une montée en pression énorme de jeunes gens, on va dire entre 18 et 30 ans, quelque chose comme ça, qui sont la grande majorité de mon public aujourd'hui. Alors ce qu'ils recherchent, je leur ai posé la question. Ils recherchent une façon de voir le monde qu'on leur a pas donnée. Ils recherchent une façon d'habiter leur propre existence qu'on leur a pas enseignée. Ils recherchent des codes sociaux. Ils recherchent prosaïquement, ils viennent me voir, me dire « Monsieur Jacomet, je sais pas faire une cravate. » Très bien, on va vous montrer comment faire une cravate. Et puis, Monsieur Jacomet, comment je dois m'habiller pour un mariage? On va vous montrer comment vous habiller pour un mariage. Vous voyez, des choses qui ont l'air bêtes comme ça. Mais c'est l'essence d'une société. C'est-à-dire, littéralement, avoir la capacité d'habiter son propre univers et peut-être aussi, à l'heure de la déconstruction tous azimuts, une espèce de reprise en main de sa propre image. Alors j'irais même jusqu'à dire de sa propre masculinité et surtout le fait de pouvoir, comment dire, on regarde pas le monde pareil
si on sort en survette dans la rue ou si on sort en costume avec une cravate. Et c'est la vérité. On ne voit pas le monde pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, eux, ils ne vous voient pas pareil non plus. Arthur de Vatrigan. Justement, à propos de votre public, donc les moins de 40 ans, comme ça on va faire plus large, vous écrivez que lorsque les moins de 40 ans parlent d'élégance, ils ne font pas référence à leur père, mais à leur grand-père. C'est vrai. Qui est une phrase assez triste. Est-ce que ce mouvement peut s'apparenter à une sorte de contre-révolution culturelle ? Alors j'aimerais bien, encore une fois, je prends toujours les mots avec des pincettes, il faut faire attention. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, regardez, moi je suis né en 1963. Mon papa, qui nous a quittés en 2019, il fait partie des gens qui ont vécu mai 68. Donc ils ont vécu ce moment, cette espèce de grand lessivage où par définition, sans même se poser la question, on était obligé de rejeter les codes de papa. On était obligé de rejeter les codes. Et après, est venue se greffer là-dessus une espèce de tendance où il fallait absolument tout rejeter. La cravate, c'était le symbole, littéralement, du joug de l'employeur par rapport aux pauvres employés. Donc, tous ces codes ont été rejetés. Et puis, subitement, on va dire, je pense au début des années 2000, il y a eu un déclic. Alors, je ne sais pas encore l'analyser. J'en parle beaucoup dans le livre. Il y a eu un déclic qui s'est passé. Et je pense, moi, que, vous savez, l'être humain est un animal social, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être guidé. Et aujourd'hui, je sais que les jeunes gens qui nous suivent, ils viennent chercher autant une façon de voir le monde et bien sûr de s'habiller. Et puis quand même, c'est un langage, l'élégance. On dit quelque chose. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que c'est un vrai langage. Il ne vous aura pas échappé que l'économiste le plus célèbre en France depuis 3 semaines, Monsieur Zuckman, c'est ça, Zuckman, on dit, il ne vous aura pas échappé qu'il a fait bien attention de venir toujours en pull vert ou en pull radicaux et de surtout même pas mettre une chemise. Donc, on dit quelque chose avec la manière dont on s'habille et donc je pense que les jeunes gens, ils ont envie de se retrouver simplement et de se sentir bien dans leur peau. Alors soyons peut-être nostalgiques. Je regarde les... Je le suis. Ça m'arrive aussi. Oui. Alors, je regarde l'époque de François Mitterrand. Oui. Avec des désaccords de fond. Bon, je regarde Jacques Chirac, oui. Édouard Balladur, oui. Des hommes qui, d'une manière ou d'autre, avaient le souci de l'élégance. Oui. Je regarde de notre temps. D'un côté, on a, c'est assez fascinant quand même, le LFI qui arrive à l'Assemblée, qui revendique le refus de la cravate. Oui. De l'autre côté, à l'extrême centre, il y a cette idée qu'il ne faut pas que ça dépasse trop, parce que sinon on va se sentir, on aurait l'impression d'être snob. Et à droite, inversement, il y a eu la stratégie de la cravate pour dire qu'on était respectable. Oui. Quel lien faites-vous entre l'élégance et telle qu'on la comprenait, telle qu'on la comprend, et la classe politique d'aujourd'hui? Alors, ça tient en un mot, tailleur. François Mitterrand allait chez un tailleur. Jacques Chirac allait chez un tailleur. Je pense que Nicolas Sarkozy a dû aller quelques fois chez un tailleur. Et puis, on a eu le président normal, donc qui a arrêté ce genre de choses. Et surtout, cette notion, si vous voulez, en fait, c'est très étonnant. Parce que la notion, vous dites que la droite a gardé la cravate par un souci... Au point de la revendiquer, cette fois-là. Oui, par un souci d'élégance. Alors, permettez-moi de vous corriger. C'est pas par un souci d'élégance. C'est parce qu'ils pensent qu'ils envoient un message. Et en fait, quand vous les regardez, franchement... D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a 3 jours, j'ai vu il y avait, vous savez, des montages de photos et puis il y avait le patron du Parti socialiste et puis Monsieur Retailleau côte à côte. Ils avaient la même cravate, la même chemise et le même veston. Bleu, blanc, bleu. Hein. Aujourd'hui, alors on a les petits hommes gris et les petits hommes bleus. Donc ces gens-là font énormément de mal parce qu'en fait, ils veulent envoyer une image de sobriété. Ils veulent absolument, aujourd'hui, avoir une cravate un peu fleurie ou avoir un gilet un peu coordonné. Ça enverrait une image un tout petit peu de dépense. Une image de personnes qui se servent de l'argent, qui gagnent avec une représentation internationale pour s'embellir. Mais moi, je trouve quand même... Alors, je vais vous surprendre. Allez-y. Il y a 2 personnes sur l'échiquier politique qui s'habillent correctement. Selon mon point de vue, évidemment, avec mon œil. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'un est tout à gauche et l'autre est tout à droite. Et c'est la vérité. Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en dise, il sait, il a la conscience. C'est un homme de l'autre temps. Oui, il a la conscience de comment s'habiller. Alors, évidemment, il préfère les cols mandarins, col Mao, ça s'invente pas, évidemment. Il le porte avec beaucoup de panache, il faut le dire. On aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il dit, c'est pas le propos, mais il a. Et de l'autre côté, on a le jeune Jordan Bardella. On le sent tout de suite, on le voit, qui fait attention à la manière dont il s'habille, qui fait attention. Et alors, je veux pas me risquer à une métaphore politique un peu inconvenante, mais enfin, on a l'impression que ces deux-là, au moins, avec la façon dont ils s'habillent, ils disent quelque chose. Donc, et peut-être qu'ils ont, eux, quelque chose à dire, et peut-être que les autres ont peut-être beaucoup moins de choses à dire, puisque
c'est devenu un uniforme, littéralement un uniforme. Arthur de Vatrigan. Vous parlez de sobriété. Dans votre essai, je crois que même que vous consacrez un chapitre, en tout cas quelques pages à ce mot, oui. qui est devenu un mot presque anachronique, parce que dès qu'on soupçonne à notre époque quelqu'un d'en user, tout de suite on le traite de collabo, de lâche ou de faible. Oui. C'est le mot nuance. Oui. En quoi la nuance, pour vous, est-elle... revendiquez-vous la nuance ? Je pense que, cher Arthur, que vous venez d'encapsuler en un seul mot le mal de nos sociétés aujourd'hui. On est dans une société où la nuance a disparu. C'est-à-dire qu'en gros, dans mon livre, il y a par exemple un chapitre qui a été écrit par ma femme qui s'appelle « L'art de la conversation », qui est un chapitre très important. Mesdames, messieurs, si vous avez des jeunes adolescents ou des enfants ou même des jeunes adultes à qui vous avez envie de faire passer ce message qu'il y a encore un art de la conversation, eh bien, ce chapitre est absolument génial. C'est tiré d'un livre de la fin du 19e, d'un auteur anglais qui s'appelle Arthur Martin. Et c'est vraiment des codes. Et quand vous lisez ces choses-là, on est justement sur l'art de la nuance. Aujourd'hui, on a complètement oublié ça. C'est-à-dire que la notion de nuance, et d'ailleurs, je pense qu'on en est tous, complices d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, citez-moi un endroit où on peut avoir, en France, aujourd'hui, et d'ailleurs dans le monde entier, une conversation civilisée entre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Sur votre plateau, je sais que vous le revendiquez, et c'est sans doute la vérité, mais aujourd'hui, on est à un moment où justement cette nuance-là... Et alors c'est là où je raccroche les wagons avec mon sujet. Le sujet de l'élégance, justement... C'est l'art de la nuance. L'élégance dans son acception plus globale, c'est un geste éminemment social. Mais je reviens sur ça, parce que ça me semble important. J'ai l'impression que chez vous, c'est le point de contact entre une éthique et une esthétique. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui a voulu quelquefois que l'éthique soit absolument aride. Oui. Et de l'autre côté, l'esthétique était folichonne et sans intérêt. Et j'ai l'impression que vous lisant, que les deux s'emboîtent. L'homme a besoin de beauté. L'homme a besoin de s'émerveiller. On vit dans un monde où on asperge les tableaux de maître avec de la sauce tomate. On vit dans un monde où on met une grenouille le cul en l'air sur la plus belle place du monde. On vit dans un monde où, tiens d'ailleurs, allez, j'ai jamais eu l'occasion de le dire, je vais le dire, je prends l'occasion, je prends la balle au mot. Vous vous souvenez, Jean Dujardin, moi je suis rugbyman, a fait la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Okay ? J'étais aux États-Unis, moi. Alors, quand j'ai vu cette cérémonie, mes amis américains étaient émerveillés. Ils ont trouvé ça exceptionnel. Ils disent, voilà, c'est ça la France. Alors, et c'était beaucoup plus, c'était bien plus haut que le béret et la baguette. Hein. On était vraiment sur l'art de vivre à la française. Cette notion un peu difficile à décrire, que j'essaye de décrire dans mon livre. Et voilà. Et alors, quelques années plus tard, j'étais toujours aux États-Unis avec ma famille quand j'ai vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et là, toute ma famille m'a regardé et m'a dit « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» D'ailleurs, ils ne connaissent pas très bien Marie-Antoinette. Vous savez, déjà l'histoire de leur propre pays, ils ont du mal avec, alors l'histoire de France. Mais je dis, c'est pourquoi la dame, elle a la tête dans son... Et puis alors évidemment la scène, avec des drag queens, le dernier souper du Christ, etc. Eh bien, je peux vous dire qu'en termes de rayonnement, et là, je ne suis pas en train de tronquer le message, en termes de rayonnement international, ils se sont dit, mais ce qu'on vient de voir là, on le voit dans les universités américaines, on n'a pas besoin d'aller en France, on pensait que la France avait gardé cette espèce de singularité esthétique, et voilà. Et donc moi, je le dis parce que Jean Dujardin s'en est pris plein la figure avec cette chose-là, et je pense que c'est une honte, parce que cette cérémonie était magnifique. Il nous reste moins d'une minute. Déjà. Mais on arrive à un point central. Oui. Vous avez dit, c'est un art de vivre à la française. Oui. Est-ce qu'à certains égards, aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de... Si la France perd l'élégance, est-ce qu'elle ne perd pas une part fondamentale d'elle-même? J'ai l'impression que le monde entier s'attend à ce qu'un Français soit plus élégant qu'un autre. À la rigueur, un Italien le concurrencera. Ouais, on va dire, allez, ça me fait mal de le dire, un peu l'anglais, l'italien non, pas jusque-là. Et la France. Mais je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, moi qui vis une grande partie de l'année à l'étranger, les gens ont encore cette fascination pour ça. En fait, ça me fait mal au cœur. Et d'un autre côté, je suis content. Parce que avec notre petit mouvement, avec la petite chose, petit maintenant, on doit avoir 300 000, 400 000 abonnés. Et il y a des youtubeurs maintenant, il y a une vingtaine de chaînes YouTube, il y a des livres maintenant partout. Donc je pense qu'on a créé un petit déclic. Alors, qui est, soyons quand même raisonnables, français, vous savez ce qu'ils veulent ?
Ils veulent du panache, les Américains. Ils veulent nous voir avec du panache. Ils en ont marre de nous voir tout plat, tout gris, tous les mêmes. Et donc, on partage quand même cet héritage. Et moi, j'aime beaucoup l'Italie, comme vous le savez, Mathieu. Et voilà, je pense qu'on est attendu là. Et quand on va remettre ce sujet, parce qu'en fait, le sujet, moi, je suis rentré par la porte de derrière. Hein. Vous comprenez ? Je suis sur un plateau là. On est en train la porte de service, on est en train de discourir sur des sujets éminemment importants, politiques, etc. Et moi, j'arrive avec mes cravates et mes costumes. Mais c'est la porte de service et je suis arrivé et je me dis, et finalement, vous voyez, la façon dont on se présente au monde, qu'on soit un individu ou qu'on soit une nation, ça compte. Un grand merci Hugo Jacomel. L'élégance est un art de vivre. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour l'heure des pros. Un grand merci. Merci beaucoup.